On va parler, on l'attend d'ailleurs pour parler de la Syrie. Juste un mot quand même de ce que Florian Tardif, c'est désolant. C'est assez désolant, oui. On consulte pour pouvoir consulter de nouveau. Enfin, on ne sait pas très bien ce qui va se passer à la sortie de cette réunion avec l'ensemble des personnes qui font dorénavant partie de l'arc républicain. C'est-à-dire que les socialistes, par exemple, faisaient partie du Front républicain en juin dernier, étaient anti-républicains jeudi dernier et sont à présent... de nouveaux républicains. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment minable. On est à un niveau de nullité depuis cette censure qui est invraisemblable. De méconnaissance des décisions qu'on va prendre, surtout parce que dans l'arc républicain, on met des écologistes qui, pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas grande différence avec la France insoumise. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Mais tout ça... on exclut le Rassemblement national. Alors qu'il doit y avoir demain une loi spéciale qui doit être votée. Je rappelle quand même que Marine Le Pen a été la première à dire qu'elle était prête à voter cette loi spéciale, dans l'intérêt justement de ne pas laisser la France sans budget, et c'est elle qu'on écarte tout de suite. Alors c'est vraiment absolument formidable. Donc tout est... ils prennent des décisions sans calculer ce que vont devenir leurs décisions. Non, mais il y a un fantasme depuis 3 semaines à l'Élysée de vouloir faire du PS le pivot, c'est le mot qu'ils emploient, le pivot de la future majorité. Mais c'est un fantasme qui n'existe que dans leur tête. Le flair politique d'Emmanuel Macron depuis 2022, entre la dissolution et cela, franchement, il se trompe tout le temps, quoi. Alors là, pour le coup, je ne crois pas. Je suis un peu plus mesuré que vous. Parce que vous voyez la position dominante de Marine Le Pen depuis les dernières élections législatives, dire aux socialistes, vous voyez ce que fait Marine Le Pen ? Vous pouvez faire la même chose. Et à un moment donné, si on est un minimum intelligent et on fait un minimum de politique, moi je serais socialiste, je me dirais c'est vrai que c'est pas idiot. Mais enfin, Florian, vous êtes sérieux, Florian ? Au centre du jeu. Mais ils doivent leur siège... Ah mais ça je suis d'accord. Mais alors c'est essentiel. Non mais vis-à-vis des électeurs, je suis totalement d'accord. Mais c'est essentiel. Ils sont 70, ils seraient 22 s'ils n'étaient pas avec Jean-Luc Mélenchon. Boris Vallaud, il ne serait pas député. Olivier Faure ne serait pas député. Enfin, c'est incroyable quand même. Mais je crois, que de la part d'Emmanuel Macron, c'est une stratégie, là pour le coup, qui est mûrement réfléchie. Il va, dans un premier temps... Vous nous rassurez. Allez, dans un premier temps, il a nommé un gouvernement de droite. On a vu de droite, Michel Macron. Ouais. Ça ne marchait pas. Maintenant, il se tourne vers ce qui pourrait être un gouvernement social-libéral et on va voir que ça ne va pas marcher. Mais ça aurait pu marcher avec Barnier. S'il avait été plus malin, M. Barnier ça aurait marché. Je peux terminer jusqu'au bout la démonstration. Donc d'un côté, il a montré que droite, ça n'allait pas. Il va montrer que social-libéral, ça ne montre pas. Ça va nous faire arriver, en gros, ça va nous faire arriver vers février, mars, à peu près. Donc il va dire, écoutez, je constate que le pays est bloqué. Il n'y a qu'une solution, c'est l'article 16. Oh bon, écoutez, c'est possible. Je salue Richard Millet. J'étais en train de dire du mal de vous avant que vous arriviez. Ça ne changera pas beaucoup. Bon, ça me fait plaisir que vous soyez là parce que votre livre est vraiment remarquable. Moi, je ne le connaissais pas, ce livre-là, je l'ai lu. J'invite tout le monde à le lire. D'abord, il y a une qualité d'écriture exceptionnelle, une analyse qui est la vôtre, on peut la contester, mais je trouve, et puis il y a une émotion dans ce livre, et vraiment les cahiers de Damas, je trouve ça formidable. Donc on va en parler dans une seconde avec Vincent Hervouet, bien sûr on va parler de la Syrie. Simplement écoutons ce qu'a dit, c'est un petit montage qu'a fait Laurent Tessier pour Europe 1, et je vous propose de le reprendre, les prises de position de Emmanuel Macron depuis 2017 sur le Rassemblement National. Je vous assure, quand vous les écoutez les unes derrière les autres, c'est assez instructif. Écoutez le président de la République, dans l'ordre, on va écouter ce qu'il dit d'abord en décembre 2024, après en février 2024, en janvier 2024, en 2022 et en 2017. À chaque fois, c'est sur le Rassemblement national. Le président de la République. Les députés du Rassemblement national, ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. On ne fait pas de tri dans l'expression du suffrage universel et ce qui sort du scrutin. On ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance. C'est le parti du mensonge et ça le continue de l'être. Et au fond, le Rassemblement national est devenu le parti de la colère facile. Du on n'a pas tout essayé, ça paraît sympathique. Bousculons les choses et les habitudes pour montrer qu'en effet ce bloc central qui rassemble les démocrates, les républicains, les écologistes qui croient dans l'Europe peut agir et changer les choses et le quotidien des gens.
C'est ça pour moi la bonne réponse. Ça fait 5 ans que je suis président et j'ai entendu le message de toutes celles et ceux qui ont exprimé des voix extrêmes. Et je le redis, y compris celles et ceux qui ont pu voter pour Madame Le Pen. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Bon, écoutez, il faut peut-être simplement les écouter. C'est bête ce que je dis, et les convoquer à l'Élysée et leur demander comment on peut travailler ensemble avec eux. Voilà. J'imagine que c'est peut-être une solution, c'est juste 11 millions de Français. On aurait pu rajouter, quand il avait recadré sa première ministre, Madame Borne, lorsqu'elle avait attaqué rudement le Rassemblement national. Bon, la Syrie, et puis on reparlera évidemment tout à l'heure. La Syrie, et vous êtes avec nous parce que vous connaissez bien Richard Millet, la Syrie. Et ce livre que je citais à l'instant, Cahiers de Damas, je voulais simplement vous donner la couleur de ce que vous écrivez, parce qu'au-delà de l'analyse, il y a l'écrivain. Et l'écrivain que vous êtes, c'est une langue, c'est une musique, c'est un style, et c'est, je trouve, assez remarquable. Si je suis retourné à Damas en novembre 2015, ce n'est pas seulement par fidélité au territoire de mon enfance. On n'est fidèle qu'à soi, et aux jeunes morts quel enfant qu'on a été, qui hante toute vie. C'est surtout en écrivain, soit en témoin, en chroniqueur, 2 mots qu'il faut dégager de leur gangue policière et journalistique. Ça me fait souvent je ris quand je vous lis, parce que je trouve que c'est tellement intelligent et souvent juste. Qu'est-ce qu'un témoin? Le chrétien y entend d'abord son frémissement étymologique, comme en arabe d'ailleurs, avec le mot Chabid, un martyr, c'est-à-dire un solitaire, selon la condition actuelle de l'écrivain qui a choisi d'aller au-delà du consensus, ce règlement à bas coût de la question du bien et du mal. La solitude est un bon poste d'observation politique et humain. Ma solitude de catholique français au commencement du 3e millénaire est celle d'un homme qui refuse de se soumettre à un ordre moral auquel, tout nouveau que celui-ci se prétende, il préfère la connaissance surnaturelle comme l'agneau mystique au mouton innombrable. Bon. Et puis alors, vous avez rencontré Bachar el-Assad. Oui. Là, ce que vous dites est un peu plus contestable peut-être, je le dirai tout à l'heure. Quelle est votre analyse de ce qui se passe en Syrie? Écoutez, ce qui me fait peur, c'est ce qui fait peur à tout le monde, à savoir que sous la barbe que M. El-Joulani a un peu écourtée, on peut se demander ce qu'il y a. Vous savez que j'aime beaucoup observer les corps des gens, pas de façon perverse, mais ce qu'il montre, ce qu'il présente, les signes qu'il dégage. Et Joulani, effectivement, a l'air très sympathique, et donc je me méfie des gens sympathiques comme ça, surtout quand c'est des djihadistes. Non, mais un djihadiste sympathique, c'est une contradiction dans les termes. Donc, on nous dit que c'est des radicaux islamistes. Vous avez vu j'imagine qu'ici on a beaucoup commenté le pédigré de ces djihadistes. Avec Vincent, notamment. Avec Vincent. Vous avez vu que hier, on a fait sortir l'information selon laquelle il y avait des djihadistes de papier français, parce que pour moi, ce n'est pas des Français. Mais enfin bon, ils ont des papiers français, donc tout ceci est extrêmement inquiétant. Et Israël vient de déclarer qu'il ne voulait pas, au fond, d'État islamique à ses portes. Donc ça veut dire qu'Israël, finalement, d'une certaine façon, s'accommodait de Bachar, qui lui-même s'accommodait, malgré tout ce qu'il disait, d'Israël. Donc là, c'est extrêmement inquiétant, parce que je pense tout de suite, moi, aux chrétiens de Syrie, aux Kurdes, bien sûr, et peut-être même à la minorité à laquelle appartenait Assad, c'est-à-dire les Alaouites. Qui sont, dit-on, les plus modérés, mais Bachar comment? C'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous, mais le régime de Bachar al-Assad, c'est une horreur absolue. Oui, mais Daesh était une horreur absolue aussi. Je veux dire, voilà. L'Iran est une horreur absolue. Non? Oui, j'entends bien, mais qu'un dictateur comme Bachar al-Assad tombe, il faut s'en réjouir, et c'est ce que l'Occident fait ces dernières heures. Non, on se réjouit probablement de ce que Bachar soit tombé, mais je pense qu'il est tombé parce que le système était trop pourri, trop corrompu. Il est tombé tout seul, d'une certaine façon. Ça faisait quand même 52 ans que cette famille était au pouvoir. Donc voilà, c'était une fin de règne, c'est comme l'URSS, vous voyez, ça s'est effondré à peu près de soi-même. Économiquement aussi, parce qu'il faut dire que l'Occident y a aidé avec l'embargo perpétuel qu'il pratiquait. Bon, non, mais ce qu'on a découvert hier, moi j'ai vu un reportage notamment sur TF1, l'ouverture des prisons,
les tortures, des gens qui sont là depuis 43 ans, c'est invraisemblable. Alors, Bachar, vous le rencontrez, Bachar, oui. Et el-Assad. En quittant le palais présidentiel, j'ai souhaité bonne chance à Assad dans la reconquête de l'intégralité territoriale de son pays. J'ai ajouté que j'étais heureux de l'entrée de la Russie dans la guerre contre le djihadisme, qui me paraissait un signe des temps. L'orthodoxie se porte bien mieux en Russie que le catholicisme dans les pays d'Europe. Bachar est la clé de voûte d'un fragile édifice qui protège des minorités menacées partout ailleurs. Il m'a remercié en me disant qu'il espérait que la France se débarrasserait, elle aussi, du terrorisme. Le même en vérité, nous ne devions pas l'oublier. Chasser Assad du pouvoir, ce serait prendre le risque d'un chaos qui ne sera dompté que par un fantoche autoritaire à la solde des États-Unis d'Amérique, comme cela s'est passé en Irak, en Égypte, en Tunisie ou au Bahreïn. D'aucuns diront qu'Assad est le fantoche de Poutine et des Iraniens. Ce serait ne rien comprendre à la question des minorités au Proche-Orient. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Oui, j'explique ça de la façon suivante. Assad étant un alawite, donc il s'est appuyé sur des minorités, notamment les chrétiens. Il s'est appuyé là-dessus et il s'est appuyé sur, comment dirais-je, le Hezbollah quand il a été menacé, c'est-à-dire sur des chiites, encore une minorité dans la région, malgré la puissance de l'Iran. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se resituer le passage dans le contexte 2015, pardon. Donc, Daesh est tout puissant. Daesh est aux portes de Damas. Lorsque nous étions à Damas, et Charlotte pourrait dire la même chose que moi, on entendait le canon constamment. Les obus pouvaient tomber. Donc c'était un contexte extrêmement tendu, extrêmement violent. N'oubliez pas les vagues, les hordes d'immigrés, de migrants syriens qui déferlaient sur l'Europe, etc. Donc, nous avons pensé à l'époque, un certain nombre de gens pensaient que Bachar était la solution la moins pire, tout en sachant que c'était un boucher, que son père était un plus grand boucher que lui. Mais je pense que Bachar, au fond, c'était un ophtalmologue qui s'est révélé dictateur par la force des choses, si vous voulez. Donc, vous l'avez déjà dit, j'imagine, ici, maintes fois. Donc, c'est tout. C'est un système, Bachar. Oui, mais c'est excuser la responsabilité des uns et des autres. Son père était dictateur, il aurait pu être différent. Mais peu importe. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est effectivement les conséquences pour nous, ce que vous dites, et ça peut nous inquiéter. Les djihadistes français, on sait le nombre de djihadistes français qui seraient là-bas, Vincent Herouet ? On dit plusieurs dizaines, à mon avis, certainement plus. Il y a deux sortes de djihadistes. Vincent Herouet. Il y a deux sortes de djihadistes français qui végètent en Syrie en ce moment. Il y a ceux qui sont détenus par les Kurdes au nord, qui nous servent de garde-chiourme, et qui sont menacés aujourd'hui par les Turcs. Et il y a ceux qui sont en liberté au sud, et qui sont aujourd'hui les vainqueurs ou font partie des groupes islamistes plus ou moins contrôlés, qui rivalisent. Vous savez, on vit à un moment très particulier parce que nous parlez des horreurs en Syrie, mais Damas, c'est un peu la capitale de la douleur parce qu'il y a toujours eu des horreurs. Hein. Donc là, on vit à un moment... Non mais attends, il y a une histoire épouvantablement sanglante de la Syrie. La guerre civile, ça a été 300 000 morts. La prison de Sudnaya dont on parlait, on a dit qu'il y avait eu 100 000 torturés et 100 000 cadavres qui en sont sortis. Ça paraît extravagant, mais après tout, pourquoi pas. C'est une ville où, à Damas, on vivait quand même sous la surveillance permanente des Mukhabarat, des services secrets qui étaient omnipotents et contre lesquels il n'y avait pas de possibilité d'appel. Donc c'est un pays où il y a... On ne va pas revenir aux pyramides de tête que dressait Tamerlan pour effrayer les populations soumises, mais vraiment, c'est un pays de terreur. Bon, j'entends bien, mais ce qui nous intéresse, c'est... C'est juste, aujourd'hui, là, depuis 48 heures, on vit une libération sans soulagement. C'est très curieux. On vit la chute du régime et ça se passe... Mais c'est invraisemblable, ça se passe en douceur. Il y a personne n'est collé au mur. Moi, j'ai connu pas mal de révolutions. J'ai pas souvenir d'en avoir jamais vécu une comme ça. Ils sont pacifiques. Bon, Charlotte Dornelas, qui connaît bien également la région, et vous êtes allé plusieurs fois en Syrie, et notamment voir les chrétiens
Tout à fait, et c'est vrai ce que dit Vincent, notamment à Alep, où c'est ceux qui ont la plus grande expérience, la plus longue, hein, puisque ça fait quelques jours maintenant qu'ils vivent sous la domination de HTS, du fameux groupe de Djoulani, et ils sont eux-mêmes étonnés de la manière dont ça se passe. Mais même à Idlib, où il était depuis plusieurs années, où il régnait en maître, hein, Djoulani, c'était lui le chef, il avait instauré il y avait une police des mœurs, il y avait une manière de se vêtir, de s'habiller, de se comporter dans la rue, et il y a 3 mois, ils ont levé ces contraintes-là. Ce que n'ont pas compris les minorités, et certains chrétiens ont pensé repartir à Idlib en se disant ils nous laissent finalement vivre comme on veut. On comprend qu'il y a eu un changement de stratégie, de présentation au monde, probablement dicté aussi par la Turquie qui, elle, est premièrement intéressée par le retour des 4 millions de Syriens en Syrie aujourd'hui. Donc il y a à la fois Israël qui veut pas d'un État islamique, mais probablement la Turquie qui a pas très envie d'avoir un califat tout de suite, en tout cas. Parce que les 4 millions de Syriens, personne n'a envie de vivre sous Daesh, hein, c'est ça la vérité. Mais simplement, vous parliez tout à l'heure des djihadistes français. Moi, le cynisme des Occidentaux qui découvrent la prudence vis-à-vis de ces rebelles aujourd'hui, que, en effet, la chute de Bachar el-Assad est une libération pour beaucoup de Syriens, hein, parce que d'abord, de manière très prosaïque, c'est peut-être la promesse de la fin de la guerre. C'est aussi simple que ça, hein, l'espérance des Syriens aujourd'hui. Mais simplement, découvrir la prudence dans le commentaire au moment où ça pourrait avoir une conséquence pour nous, c'est oublier un peu vite qu'il y a 24 millions de Syriens qui vivent un cauchemar depuis 15 ans, tout simplement. Et en effet, tous les groupes djihadistes qu'on appelait rebelles modérés, au moment où il fallait récupérer les Français qui étaient dans ces groupes-là, on les trouvait beaucoup moins modérés tout à coup. Donc il y a en effet une prudence qui... Je voudrais qu'on voit, parce que ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qui va se passer en France et en Europe, avec cette crise migratoire possible. Justement, avant, est-ce qu'on pourrait dire, parce que vous avez posé cette question, qu'il y a en effet des djihadistes français, d'accord ? Des djihadistes français qui sont, nous le savons maintenant, par des réseaux, qui sont rentrés dans des villages chrétiens. Ces djihadistes français sont liés au groupe Oma Onsen, qui est très connu puisque c'est les djihadistes de Nice. Voilà. Je voudrais qu'on voit le sujet sur la crise migratoire possible avec Kinson. Des mesures préventives pour éviter une crise migratoire. Alors que l'incertitude règne à Damas, l'Europe ferme ses portes aux réfugiés syriens. À commencer par l'Allemagne, qui a suspendu les décisions sur les demandes d'asile en cours. L'ONU appelle à la patience. Les personnes qui souhaitent rentrer chez elles, où qu'elles soient dans le monde, doivent le faire volontairement, librement et en toute dignité. Car d'autres pays annoncent également un gel des procédures, comme le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark. L'Autriche indique préparer un programme d'expulsion des Syriens. Alors la chute de Bachar el-Assad pourrait-elle rebattre les cartes des flux migratoires en Europe ? On fait des déclarations un peu fracassantes, mais on sait très bien que c'est très difficile d'expulser des migrants parce que les pays d'accueil ne veulent pas les accueillir, parce que c'est des processus longs, juridiquement très compliqués, parce qu'il y a toutes des procédures à respecter. L'Union européenne n'est pas favorable, donc tout ça est très compliqué. C'est pour ça que je pense que c'est plus un effet déclamatoire qu'autre chose. À son tour, le gouvernement français dit envisager de suspendre les demandes d'asile des Syriens. Vous écoutiez le commentaire, vous disiez c'est absurde. Qu'est-ce qui est absurde ? Oh là là, quel bon élève. Vous êtes un bon élève. Ouais, vous savez, c'est la classe. Quand à la classe comme ça, on était parfois sauvés. On était sauvés par la récréation. Ah, bah non, madame, récréation, j'aurais aimé répondre, mais c'est récré.